écoutez, c'est vraiment un très, très beau film, en plus sur le plan cinématographique, par cette réalisatrice allemande. C'est son premier long métrage, et je trouve que c'est vraiment esthétiquement, cinématographiquement très intéressant, ces espèces d'allers-retours comme ça, et puis son travail sur le sépia à un moment donné, hein, quand elle décrit les différentes villes. Et puis bon, c'est un très grand hommage à cette femme d'exception, donc Lou Andrea Salomé. Je pense que pour nous, voilà, pour nous psychanalystes, et puis pour nous tous, hein, toutes, c'est vraiment un personnage qui traverse l'histoire et voilà, qui nous intéresse beaucoup. Alors je crois qu'on va pouvoir un peu débattre sans doute de son travail et puis de son rapport avec la vie, la manière dont elle a prôné une espèce de liberté si jeune, hein, née donc en 1861. Comme on le voit très bien, elle a décidé finalement, étant la dernière fille d'une fratrie de garçons, d'aller étudier donc à Zurich. Et puis bon, tout ce parcours que la cinéaste nous montre très bien, c'est-à-dire cette manière toujours d'être déterminée dans son parcours, dans son choix de la dimension intellectuelle, artistique, poétique. Et voilà, je crois que c'est vraiment très intéressant de lui rendre hommage. Et donc, voilà, nous avons sûrement beaucoup de choses à débattre. Voilà. Oui, moi je veux bien être ami avec elle. Je suis sûr qu'avec moi ça va marcher. Ah, le seul qu'elle n'a pas dans sa collection, c'est Gigi. Non, c'est pas vrai? Je le connais ça. Tu me connais? Je sais bien. Non, mais il n'y a pas que ça. Je trouve que c'est tout à fait intéressant la question du narcissisme qui est bien développée par de petits morceaux. Et quand on connaît un peu la musique de tout ça, on est très content de voir qu'un cinéaste peut s'y prendre comme ça. Il y a l'effet d'image aussi qui est particulièrement intéressant, notamment ces cartes postales. On y est, quoi, dans cette époque, on est content d'être là, quoi. On retrouve quelque chose qu'on n'a jamais connu, mais voilà, c'est ça. Et alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est deux, trois choses, mais c'est d'abord la pratique de soi. Enfin voilà, c'est ce mot-là, moi j'avais un peu travaillé cette question. La pratique de soi-même, elle sait se pratiquer. Et en même temps, elle a cet art de rencontrer des gens par lesquels elle va se connaître encore plus. Peut-être que c'est ça l'analyse au fond. Mais avec des grands génies fous comme Rilke, Nietzsche et d'autres, évidemment, ça ne pouvait pas forcément aller ailleurs que là où c'est allé. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. C'est bien Rilke quand même qui l'a, on pourrait dire, dépucelé, puisque c'est ce mot qui pourrait convenir, et l'amener à une certaine jouissance, voilà. Et la jouissance féminine même, voilà, c'est ça qu'on peut dire. Et l'autre point qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est au niveau de sa vie, comment elle a mené les choses. Elle souligne beaucoup le terme de surestimation, que le narcissisme est lié à la surestimation du corps notamment. Et que l'érotisme, c'est cette surestimation qui mène à cela, et c'est ça peut-être qui lui a fait longtemps, peut-être pas peur, mais avec lequel elle avait à en découdre, et d'arriver à finalement faire l'amour avec un homme qui était suffisamment féminin. Et là, elle aborde, ça nous fait aborder la question du féminin d'une façon cinématographique, c'est vrai, mais fortement intéressante, n'est-ce pas? Et là, ce qui apparaît aussi, c'est qu'elle dit bien dans ses écrits, notamment un que j'ai envoyé à ceux qui sont un peu dans le regard qui s'appelle des conséquences que ce n'est pas la femme qui a tué le père. Et c'est tout à fait intéressant parce qu'elle dit quelque chose de la façon dont elle conçoit ce fait-là, mais en même temps, elle dit cette logique du masculin qui, par le fait d'avoir à se séparer de la mère, est amené à tuer le père. Il a deux opérations à faire. Une, ce meurtre du père, soi-disant ce meurtre symbolique, n'est-ce pas, pour se séparer, et enfin, et surtout, se séparer de la mère par le fait qu'il va trouver un objet sexuel, un objet d'amour, qui ne sera jamais parfait. Et donc, il a toujours cette insatisfaction. Quant à la fille, dit-elle, elle dit pas ça comme ça, elle dit qu'elle n'a peut-être qu'une opération, 5. Avec le père,
ça peut rester quand même. Ça va pas? Ça va pas. Vous entendez là? C'est mieux? Excusez-moi. Bon, d'accord. Avec le père, il y a quand même cette dimension d'un inceste, d'un désir d'inceste supportable chez la fille, dit-elle. Ça peut rendre enrager des filles qui ont été maltraitées, bien sûr, par un père. Mais elle dit cela, mais en même temps, elle dit cette logique du surmoi, de l'exigence, qui est le propre du garçon. Voilà que chez la fille, ça y est aussi, bien sûr. Mais il y a autre chose. Il y a bien autre chose, c'est un certain prosaïsme, une certaine logique de la réalité, dans la réalité, et on le voit très très bien à plusieurs reprises. Quand elle parle de son chèque qui ne va pas arriver, quand son mari, puisque c'est son mari, Andreas, va partir, elle lui dit, mais comment tu vas payer ton loyer, hein, etc. Elle est dans une logique du réel qui implique qu'il n'y ait pas, en quelque sorte, une sorte d'idéal. Au fond, ce qu'elle nous avance, c'est ça. Il y a un terme que j'ai trouvé dans les commentaires sur elle, et je crois que c'est le mot de Freud, c'est la bouillie imaginaire du narcissisme, cette sorte de fondement du narcissisme archaïque, primaire, primordial, dans lequel elle nous montre, elle l'écrit, qu'elle va puiser quelque chose en tant que poète. C'est-à-dire qu'elle va être en quelque sorte dans une vie freudienne, sans avoir connu Freud, dans un rapport à son inconscient, sans avoir... Il y en a eu certainement plein d'autres de gens. Mais elle est dans cette période freudienne, disons, où nous sommes aussi. Elle se sort de ça en étant dans cette logique du prosaïsme, dit-elle. Et c'est particulièrement fait pour les filles, dit-elle, pour les femmes, plus exactement. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est que les hommes ne sont pas autant prosaïques. Ils ont un idéal qui fait qu'ils vont peut-être avoir honte de parler de chèques, ils vont avoir honte de ne pas pouvoir payer, enfin, ce qu'on appelle, nous, la dimension phallique. Hein. Quelque chose où la dimension phallique devrait être impeccable toujours, alors qu'elle ne l'est pas. Et chez la fille, elle accepte cette dimension de l'objet phallique comme étant entamable, imparfait, et c'est pourquoi ça lui permet facilement d'exiger quelque chose de prosaïque de la vie de tous les jours. Ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Cette sorte de pragmatisme dans la pratique de soi. Et c'est là où elle peut, vis-à-vis de ce qui lui est passé avec ce grand garçon-là, le philosophe Hendrik Gillot, qui est d'origine avignonnaise, protestant, persécuté, qui est parti en Allemagne, puis ensuite en Russie, à Saint-Pétersbourg, donc, et qui va essayer de se la faire, quoi. Hein. Et c'est là où elle dit, au début du film, c'est très bien fait, on n'entend pas qu'elle dit quelque chose, alors peut-être que ceux qui parlent l'allemand lisent sur les lèvres et avaient déjà entendu le Nein. Nous, il nous faut, aux Français, en tout cas pour moi, attendre la fin du film pour que ce Nein arrive. Non. Et elle va dire non à l'érotique pendant un bon moment. Alors évidemment, quand elle va chez Freud et qu'elle le raconte, et que Freud sait très bien le lui faire dire, ou tout au moins elle sait très bien le dire avec Freud, moi je trouve ça tout à fait intéressant pour nous. Bon, alors cette femme a vécu de façon exceptionnelle, elle a rencontré des gens extraordinaires, elle avait un talent fou, et ça n'empêche pas d'être analyste. Voilà, c'est un peu comme ça que je peux dire. Au contraire, tu devrais dire. Je pourrais dire au contraire, mais c'est une boutade. C'est une boutade. Voilà. Ouais, donc je suis bien copain avec elle, j'aime bien. Bonjour. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film, peut-être plus, c'est son histoire que je connaissais pas si bien. Le destin de cette femme exceptionnelle. On n'est pas loup, on devient loup. Hein. Ça fait penser à ça. Et puis cette façon qu'elle a dans son histoire, dans son combat, de dire non et de faire bouger les lignes. À une époque, des lignes de ce que c'est que le féminin, de ce que c'est que le masculin. Quand elle, voilà, au fond, elle aime un homme qui est féminin. Mais bon, c'est vrai que pour nous, maintenant, c'est des choses qui sont beaucoup plus accomplies, beaucoup plus réalisées. Mais à l'époque, elle fait bouger ça et elle combat incroyablement pour poser cela, quoi. Hein. Alors, il y a son nom initial qui est à la fois un certain destin du féminin, mais il y a aussi son nom à cette manière qu'elle a eue enfin, d'être en première rencontre avec le savoir, avec la philosophie, et cet homme qui voit aussi en elle une femme charnelle. Et bon, c'est terrible, cette perte de croyance, de confiance initiale qui peut, qui lui arrive avec le savoir, quoi. Quand cet homme qui est un père la séduit, c'est là on voit bien aussi ce moment-là du non qui s'accomplit. Et bon, il y a ça, il y a aussi, je trouve, l'incroyable non et refus qu'elle a, et puis l'incroyable séduction qu'elle a vis-à-vis des hommes, sans le vouloir, par son savoir, par son rapport au savoir qui est absolument extraordinaire. Et bon, cette espèce de féminin
incorruptible, mais qui n'évite pas la rencontre. Il y a aussi un point qui m'a frappé, c'est cette espèce de rapport à la vie. Ce que tu dis, ce souci de soi, enfin l'amour, enfin la pratique de soi. Pratique de soi. Moi, j'ai pensé à souci de soi qui est plus, qui est une éthique aussi, mais qui est un rapport à la vie qui est extraordinaire et qui est y compris dans ses rencontres avec la folie de ces hommes et le génie, quoi, avec ces génies qu'elle rencontre, puisqu'elle a rencontré des génies qui ont un rapport beaucoup plus compliqué, même si elle a quelque chose d'une immédiateté de la vie qui est extraordinaire et qui fait rencontre entre elle et ces hommes aussi, enfin, entre elle et ces personnages absolument extraordinaires. Voilà. Alors moi je laisse le psychanalyste ensuite, mais le film pour moi c'est formidable, c'est le XXe siècle. Et ça se dit peut-être pas, mais le féminisme comme humanisme. Et tu as parlé de Simone Veil tout à l'heure, Jean-Jacques. Et voilà, c'est ça que j'aime dans ce film. Alors, c'est traversé par la psychanalyse, bien évidemment. Techniquement, je vous laisse commenter. Mais moi, c'est ça que je vois là. Et avec tout ce qui est paroxystique dans sa vie, en fait, ça symbolise tellement ce que moi j'ai vu du XXe siècle. Dans les femmes, dans la révolution sociologique, qu'on n'a toujours pas fini de vivre, parce qu'on parle encore d'égalité, de choses comme ça. Mais ça me parle des origines de ça. Ça me parle, comme il y aurait eu un siècle des Lumières, il y a eu un siècle comme ça de la révélation de la femme, qui a voulu cette libération, elle ne se proclame pas. Elle se vit intellectuellement. Et c'est dit plusieurs fois dans le film, c'est ce que j'aime, c'est ce renvoi entre l'être intellectuel et l'être qui est, voilà. Et voilà, c'est ce que je retiens de ce film, je le trouve très beau. Il est très simple, mais pour moi, voilà, ça fait penser au cinéma américain, quelque part, quand il montrait l'exemplarité dans des westerns dont l'histoire n'était pas tellement intéressante, finalement. Ce qui était intéressant, c'est l'histoire des hommes. Et là, voilà, c'est un eastern, c'est une histoire de femmes à l'ouest, d'ici, de l'Europe. Et voilà, c'est ce qui me plaît. Ça plante bien. Voilà, je pense que c'est un film à voir. J'espère qu'il aura un futur à la télévision, parce que je ne sais pas s'il a été beaucoup vu au cinéma en France. Mais je trouve qu'il apporte beaucoup. Voilà, c'est tout ce que... Je ne sais pas quoi dire vraiment sur le film. Alors, comme je suis tout à fait ignorante sur le personnage, je ne sais pas s'il y a si l'histoire même est bien transmise. Alors, vous parlez de la séduction par la connaissance. Moi, ce que j'ai surtout perçu, c'est qu'elle se bat pour sa liberté, en fait. C'est une femme qui s'est battue, et à quel prix, pour être libre. Et comme on sait à quel point ça, c'est justement à renouveler de génération en génération, et c'est tellement dur à acquérir, c'est comment fait-on et à quel prix on se bat pour être un être libre et une femme libre, en fait. Voilà. Oui, non, la véracité, Oui, tout à fait. Enfin, c'est très très proche de son histoire. Hein. C'est vraiment ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment très très précis. Et je trouve que c'est intéressant le départ, c'est-à-dire que quand son père meurt et ce qu'il lui transmet au fond d'être elle-même, parce qu'il y a quand même cette figure du père qui est vraiment extrêmement intéressante, c'est-à-dire qu'au fond, elle est soutenue du père. Enfin, il y a quelque chose là, et c'est très deviens ce que tu es. Voilà, deviens ce que tu es. C'est très intéressant avec cette carte sur d'aller finalement dans une librairie, quoi. Il la pousse au savoir, et ça c'est très intéressant. Et évidemment, ensuite Freud va lui permettre de s'accomplir totalement. Mais il y a des rencontres de pairs au fur et à mesure qui sont tout à fait impressionnantes dans son histoire. Alors la question qu'on peut se poser, c'est cette histoire qu'elle avance donc, fortement, comme quoi des conséquences, donc encore une fois du titre, vous pouvez le trouver l'article, des conséquences que ce n'est pas la femme qui a tué le père,
Alors, c'est intéressant de voir le parcours qu'elle fait. D'abord, c'est extrêmement bien écrit, c'est d'une fraîcheur formidable, c'est une belle littérature, c'est extrêmement analytique, ça tient le coup complètement. Elle n'emploie pas les mots de la psychanalyse du tout, sauf le mot narcissisme, mais elle emploie le mot vénérabilité, la vénération. Comment une vénération se construit. Alors, elle dit pour le garçon, c'est le meurtre du père symbolique qui fait qu'il s'en sort en le vénérant, en le mettant en place de Dieu. N'est-ce pas? C'est tout à fait particulièrement intéressant. Mais ensuite, que n'importe quelle vénération qu'on puisse avoir, le détachement ou l'attachement qu'on peut avoir à un Dieu, son livre c'est Le combat des dieux, c'est celui qui est cité dans le film, n'est-ce pas? Ou pour Dieu, je ne sais plus trop, mais que n'importe quelle vénération qui se produit, ça enclenche quelque chose du fait que ça serait soi-disant plus facile pour la fille, pour la femme, mais elle exprime vraiment quelque chose, un tout dernier mot de ce texte, que la vénération d'une fille pour son père passe par la veuve du père. Oui. Par la veuve du père, c'est-à-dire par la mort du père, c'est-à-dire par le père idéal, hein, comme Lacan va le définir. C'est-à-dire qu'elle est entièrement prise dans la démonstration, on pourrait dire, de l'existence de l'Oedipe, de cet Oedipe qui est pas du tout simple, c'est jamais simple, et où ça circule comme ça peut circuler dans une vie. Elle vit son Oedipe au fur et à mesure dans sa vie, comme tout le monde, mais là le fait qu'elle l'écrive dans un livre qui s'appelle Ma vie, qu'elle l'écrive dans d'autres ouvrages, on voit bien qu'elle a parcouru son affaire de désir à travers les achoppements qu'elle a subis, les violences, bien sûr, ce viol. Alors, au niveau de l'histoire, Pfeiffer a vraiment existé, bien évidemment, il a vraiment existé. C'est un type qui apparaît donc à la fin, et c'est tout à fait intéressant de voir que il tape à la machine le scénario du film, au fond. Ça, c'est cinématographiquement très bien fait. Et donc, mais en même temps, la fille, j'ai mis du temps à comprendre que cette Marischka, la gouvernante, je ne sais pas comment l'appeler, et la fille donc de Andreas et d'une autre gouvernante qu'on voit à un moment donné la scène, bien sûr, et qu'elle l'adopte. Et elle la met en place de gouvernante comme si la différence des classes elle continuait à exister. Elle ne pouvait pas occuper une autre place que celle-là. Il faut bien comprendre que dans l'histoire de Luandra Salomé, von Salomé, c'est une aristocrate russe qui avait des serviteurs dans sa famille. Ses parents étaient un général de l'armée russe, d'origine donc allemande, et qui était la colonie allemande de Saint-Pétersbourg, extrêmement riche, extrêmement aisée, extrêmement vivante, et qu'elle avait donc dans son milieu, c'était un milieu d'aristocrates aisés, super aisés, bourgeois. Le tsar a félicité le père quand elle est née, hein, c'est pas rien, ça n'arrive pas à tout le monde. Donc on voit bien, comme elle le dit à un moment donné, à la fin, quand elle est âgée, cette belle femme-là, Annalise à la fin, qui dit, mais je n'aurais jamais pensé pouvoir vivre autrement que de façon très aisée. C'est-à-dire qu'elle est dans un monde qui est le sien, qui est celui du 19e, bien sûr, hein, et voilà, ça apparaît aussi clairement là, c'est-à-dire quelqu'un qui a de quoi avoir des ressources, et en même temps qui reste prosaïque. Moi, c'est ça qui m'apparaît intéressant, du point de vue du féminin. Alors, on pourrait parler du féminin beaucoup plus que ça, mais quand elle dit... Alors, cet article que je vous cite, il me semble, moi, ça m'a servi de fil conducteur du film. C'est-à-dire quand Nietzsche va expliquer l'érotique comme étant un surpassement du corps, elle le dit littéralement, elle dit que l'érotique, c'est la surestimation corporelle, et que chez le féminin, c'est particulièrement difficile à atteindre, mais quand ça s'atteint, ça ouvre des voies. Hein. Et ça, c'est... Alors, quand Rilke lui fait son aveu amoureux psychotique, disons, tu es tout pour tout, tu es tout de la totalité de qui tu es et qui je suis, c'est effectivement la dimension quand elle le dit, c'est la dimension du narcissisme primaire dont il ne peut pas sortir, et qui ne peut pas sortir de ce monde maternel qui est psychotisant pour lui, qui l'a rendu fou, et génial aussi, n'est-ce pas? Mais en même temps, voilà. Et ensuite, on voit bien comment la sexualité, à partir de Guillotte, de ce pasteur, Herr Pastor, comme elle l'appelait, sur ses genoux, parce qu'elle a dû rester souvent sur ses genoux, bizarrement, sans se rendre compte de rien, eh bien Herr Pastor aussi est un homme qu'elle a beaucoup aimé, qui était son Dieu, comme elle le voit dans l'image. Elle va le discréditer de cette place, mais elle n'a pas lâché sur l'éthique quand elle va donc se marier avec Andreas,
qui est aussi un homme, le von Andreas, elle va exiger que ce soit Pastor qui la marie avec lui. Tu es pasteur, tu restes pasteur, je te fais pasteur à nouveau, et tu me maries avec Andreas. C'est-à-dire, elle n'a jamais lâché sur la loi, au fond, la loi de l'inceste et la loi de l'interdit de l'inceste. N'est-ce pas? Et c'est là où, quand elle dit, pour la fille, c'est plus facile l'inceste avec l'homme, avec le père, mais avec la mère. Alors à ce moment-là commencent les problèmes, d'ailleurs elle reçoit des claques, et la mère n'en peut plus de tout ça, et que ce que là, qu'on va appeler le ravage par le maternel chez la fille, est présent là. Mais c'est ça qui la pousse à s'en sortir. Et c'est ça peut-être le féminin, où au fond, le patou dont Lacan avance, c'est-à-dire elle se situe vraiment dans une dimension de symbolisation de tout ce qu'elle peut symboliser, mais le féminin reste un peu à côté, en dehors. Et ça ne peut pas être tout symbolisable, ce féminin. C'est ça qu'elle incarne de façon formidable. En plus, bon, probablement qu'elle était jolie, séductrice et tout ce qu'on veut, mais c'est là où ça fonctionne comme ça. Hein. Et quand elle dit que l'érotique, encore une fois, c'est la surestimation narcissique qui le permet, c'est qu'elle en sait quelque chose, n'est-ce pas? Elle a dû le voir tout de suite, le voir quand elle dit non à Hendrix Guillot, elle a vu cette surestimation dans la pensée qui va se passer dans le corps et qui va fabriquer de l'érotique, n'est-ce pas? Et qu'il va falloir créer le narcissisme pour s'en sortir. Enfin, le terme de narcissisme. C'est un parcours assez fabuleux, c'est-à-dire que sa vie est conforme à son analyse, au fond. Il n'y a aucune discordance, parce qu'elle n'a jamais lâché sur quoi que ce soit, au fond, c'est ça. Bon, on va peut-être discuter un peu de... Voilà, si vous avez des questions. Madame ? Bonjour, je voulais d'abord vous dire que ce film est merveilleux pour plusieurs raisons. C'est que d'abord ces feedbacks qu'on fait sur sa vie et sur l'incrustation dans les cartes postales, je trouve ça absolument merveilleux. La deuxième chose, c'est que je trouve ça... Je me suis jamais intéressée à cette femme. Moi, je faisais le parallèle, comme vous avez dit tout à l'heure, avec Simone Veil, avec une femme qui m'a beaucoup impressionnée, c'est Hannah Arendt aussi. Mais cette femme que je découvre aujourd'hui, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je suis passée à côté, en fait, pour moi, elle révèle vraiment la femme dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que j'ai trouvé antinomique, par contre, le passage où elle se livre à cette passion avec Reich, parce que c'était tellement contradictoire avec ce qu'elle a dans sa pensée. Au départ, j'ai trouvé ça antinomique. Je ne la croyais pas capable, monsieur, de se laisser aller jusqu'à ce plaisir charnel, puisqu'elle avait surtout des plaisirs intellectuels. Donc ça m'a beaucoup impressionnée. Et puis surtout, ce que je trouve passionnant, c'est qu'à la fin, avec Freud, qu'elle a compris beaucoup de choses, parce qu'ayant Nietzsche devant elle, qui était pour moi un type fabuleux, elle a su résister à cet intellectuel qu'avait cet homme, et elle s'est mise, pour moi, je sais pas, moi-même je suis en analyse, monsieur, avec un freudien, donc je suis en pleine introspection, et donc en fait, je me demande comment elle a pu s'abandonner à quelqu'un qui était presque tout le contraire d'elle, c'est-à-dire que de la féminité, en fait. Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? Justement, c'est sans doute qu'elle a eu moins peur à ce moment-là, et puis qu'il y a tout un parcours qui fait qu'à un moment donné, en effet, elle a pu se laisser aller, enfin, en tout cas avec cet homme-là qui en plus écrivait des poèmes pour elle. Enfin, il y a toute aussi cette séduction de la langue, de cette manière qu'il avait, Rilke, de tous ses poèmes à Lou, c'est quelque chose qui l'a évidemment beaucoup touché. En même temps, cette dimension artistique, et puis quelque chose de cet être qui était avec sa part de féminité. Enfin, un homme qui osait, d'une certaine manière, montrer ça. Mais je voulais revenir, je pense que il y avait aussi la question du masculin, et en particulier quand il y a donc cet homme qui lui permet d'écrire ses mémoires, elle l'interroge aussi sur sa masculinité, comme quoi, elle est dans un féminisme, on va dire, mais un féminisme qui permet aussi aux hommes d'être des hommes. Je pense que c'est très intéressant aussi dans le film, cette nuance, c'est assez subtil.
Oui, moi j'ai énormément aimé ce film. Je voudrais rebondir un petit peu sur la réflexion précédente. Moi j'ai l'impression qu'elle s'est trompée en fait en ayant cette relation sexuelle avec Rick, parce que j'ai l'impression qu'en fait elle pensait que la limite de sa liberté c'était la virilité des hommes, mais finalement la limite de sa liberté, on l'a vu par la suite, ça a été la féminité de cet homme auquel elle s'est donnée. Alors, je ne sais pas, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Et est-ce qu'on peut se dire aussi que l'amour, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, enfin les intellectuels surtout, est-ce que c'est effectivement un empêchement de liberté? Est-ce que c'est la même chose pour les hommes et pour les femmes? Alors, je ne sais pas, moi j'ai l'impression que c'est plus pour les femmes un empêchement de liberté, mais j'aimerais que la salle réagisse un peu sur tous les hommes d'ailleurs. Non, mais il y a un enjeu aussi autour de la maternité, hein, parce qu'on voit bien que quand elle tombe enceinte, oui, elle fait en sorte de ne plus l'être. Hein. Donc là aussi, je pense que la question de l'entrave, à cette époque en tout cas, se posait aussi sur la maternité. Enfin, elle ne se projette pas comme mère, bien qu'à la fin, on se rende compte qu'elle adopte en fait la fille de son mari, hein, quand même. Donc là, il y a tout un enjeu aussi assez intéressant sur la manière dont elle devient mère par procuration. Oui, oui, tout à fait. Mais en laissant ça de côté, je parle de la relation à l'homme et au côté féminin de l'homme. Je veux dire, finalement, ça l'a étouffée, cette relation avec Rilke. Et je me demande si ça n'a pas été une erreur de sa part, inconsciente évidemment. Moi, je ne pense pas que c'était une erreur. C'est lui qui, en relation avec elle, retrouve le tout du tout, de la totalité du tout de sa mère. Et elle lui dit, mais je ne suis pas tout pour toi et je ne peux pas rester, tu m'étouffes. Ce n'est pas une erreur. Alors, la dernière phrase peut expliquer des choses. La dernière phrase du film qu'elle adresse à Pfeiffer pour rester avec lui, finalement, une invitation. Si tu veux ta vie, vole-la. Et ça, je trouve ça, parce que c'est-à-dire que la dimension phallique chez le masculin, comme chez la femme et l'homme, il y a cette dimension phallique. Freud, bien sûr, de façon maladroite, et quand même, Lacan a pu l'extraire de chez Freud, va décrire une jouissance non phallique, une autre jouissance que phallique. Une autre jouissance qui se définirait par des parce que. Je l'aime parce qu'il est féminin, je l'aime par... Autre chose que du parce que, quelque chose d'énigmatique, quelque chose qui reste énigmatique et qui va du côté de cette autre jouissance. Et Lacan va définir même une jouissance supplémentaire qui est celle propre à l'amour, justement, hein, même sans érotique. Et c'est là où cette autre jouissance que phallique, il a des termes formidables, Lacan, là-dessus, je crois qu'il a travaillé pour la question de Lou là-dessus. Il a dit, mais justement, Lou n'a pas beaucoup travaillé la jouissance féminine. Elle a travaillé l'identité féminine, elle a travaillé pour la libération des femmes, mais elle n'a pas travaillé sur la jouissance féminine, bien qu'elle parle d'érotique comme surestimation du narcissisme. Hein. Et c'est là où cette façon que Freud a de décrire avec vraiment des grandes difficultés dans son livre qui s'appelle Les 3 essais sur la théorie de la sexualité, où il va mettre 20 ans, de 1905 à 1925. 1925, il fait la 5e ou 6e préface, où il accepte l'idée que dans l'inconscient, ce qui est représenté, ce n'est pas la différence des sexes, mais c'est le manque phallique comme tel, commun aux deux. Et Lou Andrea Salomé commence cet article que je viens de citer en disant, effectivement, la fille n'est pas soumise à la question du meurtre du père autant que le garçon, mais par contre, fille et garçon sont soumis tous les deux à la dimension du sein maternel. Ils ont ça en commun, mais la séparation de ce sein est différente pour chacun. Et c'est ce qu'elle décrit. Et que l'érotique, la jouissance arrive probablement, c'est bien compliqué de le dire pour elle, mais enfin, ce qui apparaît dans le film, c'est que combien elle est prise par la dimension de Rilke, parce qu'elle se sent pareil que lui et lui pareil qu'elle à ce moment-là. Après, il déconne, après, il charrie, après, il dérape. Mais à ce moment-là, ça fonctionne. Il vient de faire un discours public sur elle, tel que il s'est montré, où il lui fait un poème public d'un aveu d'amour. Et c'est cet amour-là à quoi elle ne peut pas renoncer et qui l'a séduit complètement dans l'ordre du corps et du corporel comme étant l'excès de narcissisme.
c'est là où quelque chose peut s'expliquer un petit peu plus. Alors, il faut travailler les textes, il faut travailler son analyse, il faut travailler comme on peut travailler chacun, les films. Et ce film-là ouvre cette question d'une façon particulièrement intéressante par la féminité de l'homme et de la femme, qui ne sont pas pareils, bon, et puis c'est chaque fois différent, bien sûr. Mais combien la question du féminin qui est posée ici n'implique pas une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Pourquoi il y aurait de l'erreur, hein? Ils tombent amoureux l'un de l'autre comme des fous, ils s'amusent, ils se travaillent. Bon, et après, il y a cette histoire d'arbre, cette symbolique de l'arbre, formidablement allemande d'ailleurs, où elle se jette de l'arbre, elle tombe de l'arbre au début, le père la recueille, et l'appelle petite princesse. Bon, il y a toute cette dimension d'amour paternel qui lui permet d'avoir un abri. Freud parle du fait que la fille est soumise, la femme est soumise au dressage masculin pour pouvoir avoir soi-disant une sexualité qu'elle n'aura pas. Mais sortie de ce dressage, apparaît, c'est ça un peu l'enjeu de ce séminaire qu'on fait ici, hein, sur la question du féminin, depuis 3-4 films, c'est que se débarrasser de la dimension sociale, la femme a rencontré quelque chose d'autre que le refus de l'homme de la question du féminin, en général, le refus masculin. Elle rencontre ce qu'il en est de la féminité, positivement, d'une structure féminine. Et Freud dit que c'est une énigme, et Freud va très loin à ce moment-là, en 1925, il va dire, après tout, cette énigme, c'est le fond même de l'inconscient. Que l'énigme du féminin, c'est l'inconscient. Donc, vous voyez que ça touche à des choses qui nous intéressent dans la vie quotidienne, dans la vie amoureuse, dans la vie érotique, mais aussi dans l'intellectuel, dans la vie intellectuelle, mais aussi dans l'analyse comme telle, qui n'est pas un travail intellectuel. La découverte de l'expérience de soi, de la pratique de soi, de son narcissisme. Et là, il a ce terme, Freud, de bouillie originaire. De bouillie originaire en parlant de la poésie de Lou Andréas Salomé, mais c'est lui d'ailleurs qui va faire l'hommage funèbre à Lou Andréas Salomé, mais il parle aussi de lessive-mère de l'inconscient. Que la lessive-mère, écoutez bien ce mot, lessive-mère de l'inconscient, ça a à voir avec cette sorte de quelque chose d'extrêmement primordial et archaïque dans l'originaire, où le féminin de l'homme ou de la femme sait y retourner, pour y puiser peut-être de l'art et de la poésie à la Rilke, mais aussi de l'amour et de la jouissance. Et puis Rilke, il flanche, voilà, il flanche. Il flanche un peu parce qu'il se reprend, et qu'il fallait analytiquement, elle a eu raison de se séparer de lui, parce qu'elle devenait son analyste total. C'était pas possible. Voilà. C'est là, c'est pas qu'elle a eu tort, c'est que la relation, oui. Moi, je voudrais dire quelque chose. Attendez, je vais juste dire quelque chose par rapport au film. Par rapport au film, c'est que le film est construit aussi par rapport au temps. Il n'y a pas de linéarité du temps et de l'image. C'est-à-dire qu'aussi bien dans le temps que dans l'image, la seule réalité, c'est la fin, quand elle brûle ses écrits. Et là, par rapport au début, quand elle parle de... Quand le père la ramasse quand elle tombe de là, il lui dit ça sera en secret, il ne faut pas en parler à la mère. Mais tout le scénario du film et toute l'image est construit sur une non-réalité. C'est-à-dire que ça commence par les cartes postales, mais ça se brouille au fur et à mesure, et on a conscience du réel que sur elle, à la fin de sa vie, quand elle brûle ses écrits, puisqu'elle dit ça ne regarde personne, et ça sera mon secret. Voilà, et comme, on a une dernière question. Oui, la dernière. Moi, je voulais juste dire que le film de Garrel fait écho à celui-ci, ou inversement, du côté effectivement de cette femme, cette jeune femme qui rencontre un homme de l'âge de son père et qui va jouir avec des enfants plus jeunes. Et il y a aussi un lien avec la question, je dirais, de l'amitié féminine. Enfin, comment la fille donc, du professeur dans le film de Garrel va inciter sa copine à quitter son père. Là aussi, il y a l'ami d'Andreas, qu'on voit dans la partie de campagne, qui lui présente quand même un jeune garçon. Voilà, donc il y a vraiment des résonances entre ces deux films. Oui. D'accord. Ah oui. Non. Juste un mot, puisqu'on va finir là. C'est bien ce travail, ce séminaire itinérant à partir de films sur le féminin. Je suis contente que Françoise ait rappelé le film de Garrel, parce que je trouve que le film de Garrel est un travail de cinéma. Et contrairement à vous, je trouve que c'est un beau film
qui raconte une vie, mais qui brouille les cartes, et j'ai du mal à retrouver la Lou Andrea Salomé que j'ai étudiée pendant des années, les textes que j'ai lus, la femme que je me suis imaginée, l'amie de Freud qui allait dans les réunions du mercredi, voilà. Enfin, allons-y, travaillons sur les textes de Lou Andrea Salomé. Voilà. Bravo Maria. Merci Maria. Oui, mais il faut reculer un peu, c'est comme le raison. Ouais, mais attends, c'est un film de 100 minutes, tu peux pas laisser finir. Juste un tout petit point de détail par rapport à l'image, la métaphore de l'arbre. La métaphore de l'arbre qui est là du début à la fin, hein, l'arbre avec les cerises de gourmandise. Bon, elle tombe. Ensuite, l'arbre revient avec l'arbre troué. C'est le trou de l'angoisse sans fond. Plus ensuite l'arbre avec les cerises où Rilke les fait tomber. Et le dernier où elle se jette encore du cerisier. Donc il y a quelque chose aussi qui se travaille là, il me semble, hein, en filigrane de la généalogie et de la transmission, où il y a l'obligation d'une coupure dans la transmission généalogique, enfin quelque chose avec lequel il faut couper. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, bravo. Merci d'être là. Et puis donc, nous dirigeons une collection sur le cinéma, si cela vous intéresse, aux éditions RS.